Donc bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc je vais vous parler de résonance entre cerveaux. Et avant ça, je vais faire un petit préparatif théorique justement, où les différentes postures qu'on puisse avoir sur la cognition humaine. On en discutait justement juste avant. Travaillant plutôt en neurobiologie, on a plutôt une vision extérieure qui nous caractérise comme plutôt réductionniste. Mais en fait, on peut voir la cognition humaine sous des formes différentes. On peut la voir sous la forme technique. Donc, depuis les années 50, avec le programme des sciences cognitives, il y a eu la métaphore du cerveau-ordinateur, avec laquelle je ne suis pas spécialement d'accord. Il y a une vision actuelle qui est très à la mode, qui est fonctionnaliste et qui voit le cerveau comme une machine bayésienne qui fait des prédictions sur le monde en fonction des a priori du passé. Et moi, je vais prendre la posture plutôt du système vivant, justement biologique, avec une perspective dynamique. Alors, j'ai pris l'illustration, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du village des aveugles, où il y a un éléphant qui arrive, et justement, chaque aveugle prend une partie de l'éléphant et essaye de comprendre ce que c'est. Donc celui qui est là va dire « Ah, mais c'est une feuille, celui qui est ici, c'est plutôt un serpent ». Et donc, je pense qu'il faut être au clair avec ça. Chaque perspective, avec sa discipline ou son cadre théorique, va avoir une vision biaisée de la cognition humaine. Mais c'est justement, je ne vous spoil pas l'histoire des aveugles, mais c'est justement par la transdisciplinarité et la communication entre les différentes postures que peut-être que justement on va mieux avoir une meilleure compréhension. Et alors, moi je viens d'une posture justement très biologique, ancrée dans le vivant. J'ai fait ma thèse à la Pitié-Salpêtrière dans l'ancien laboratoire d'un neurobiologiste chilien qui s'appelle Francisco Varela, qui avait démarré sa carrière avec Humberto Maturana sur une théorie qui s'appelle l'autopoïèse, la capacité d'autoproduction du système vivant. Et une métaphore qu'ils ont utilisée dans leurs travaux, c'est la métaphore du couplage structurel, ou comment un organisme vivant se maintient en autonomie dans un environnement qui fluctue. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, en fait, ce maintien, il se fait en résonance avec un environnement. Donc on a une boucle de causalité qui maintient la cellule dans un état stable, homéostatique, si on est fan de Claude Bernard aussi. Et on a un couplage avec l'environnement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue évolutif, une fois qu'on a un couplage qui a été suffisamment stabilisé et sélectionné, ce même couplage va se retrouver dans les autres cellules avec lesquelles on va pouvoir réutiliser ce couplage avec l'environnement pour le raisonner justement avec les autres cellules. Alors c'est pratique parce que justement on peut le faire ça de unicellulaire à métacellulaire, et quand il y a plein de cellules qui résonnent entre elles, ça donne des choses assez incroyables comme le système immunitaire ou le cerveau. Et alors le cerveau justement, Francisco Varela, il avait été en 2001 à vouloir passer de cette métaphore du cerveau-ordinateur à une autre métaphore qui maintenant est plus établie parce qu'elle est plus contemporaine, qui est celle du réseau et du réseau peer-to-peer. Donc il avait comparé dans cet article de Brainweb le cerveau à Napster, bon, c'était le réseau peer-to-peer de l'époque, pour pirater les MP3. Et l'idée, c'était justement, au lieu de voir des zones du cerveau spécialisées qui sont très dans l'approche à la Fodor, on a la zone du langage, la zone du calcul mental, etc. De voir plutôt le cerveau comme un réseau de différentes populations de neurones qui, par leur interaction et leur résonance, donnent naissance à des fonctions. Et en fait, ça permet d'avoir un couplage de deuxième ordre, avant le troisième ordre, qui est informationnel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un couplage avec l'environnement juste au niveau de la matière pour maintenir une identité et une individualité physique, on va avoir un couplage par la perception et par l'action qui va pouvoir être établi avec un système nerveux pour avoir un couplage informationnel. Et ce couplage de deuxième ordre va devenir un couplage de troisième ordre quand on n'est plus en résonance entre cellules, mais on est en résonance entre individus. Et donc c'est l'interaction sociale. Et donc l'idée, c'est que justement, on passe de quand les cellules nerveuses se mettent en phase à quand les cerveaux se mettent en phase d'un point de vue interactionnel par l'interaction sociale. Alors le problème, c'est qu'en fait, vous l'avez sûrement expérimenté vous-même, en fait, on est tout le temps en couplage en fait, avec les autres.
Alors, quand on est à Paris, par exemple, ou à Tokyo, et qu'on voit tout le monde marcher, en fait, on se rend compte que même on est un peu comme des fourmis et des termites. Et justement, on voit qu'il y a une coordination, il y a une synchronisation qui se fait entre les individus, sans même forcément qu'ils en aient conscience. Mais moi, ce qui m'avait amené à cette question-là, c'était, on avait collaboré avec l'équipe de Jacqueline Nadel, c'est que, en fait, c'est constitutif même de notre développement au niveau de la cognition humaine. Là, on a des vidéos justement de 2 enfants en préverbal. Il n'y a pas d'adultes, donc c'est les travaux de Jacqueline justement sur l'imitation synchrone. Et on voit en fait ce jeu communicationnel par la synchronisation et par l'imitation de l'autre. Même si on n'a pas l'apparition du langage, encore, on voit qu'il y a des vocalisations et des imitations de vocalisation. Alors même, ça se termine par une fin très altruiste de partage de doudou. Et alors, pour les praticiens et les cliniciens dans la salle, il y a aussi toute une dimension justement de couplage individuel dans la thérapie, justement. Et donc il y a des études aussi qui s'intéressent à ce couplage non verbal de la posture ou de l'intonation de la voix, etc. Et en fait, le point de départ de tout mon programme de recherche, c'était que, pourtant, d'un point de vue complètement paradoxal, cette cognition sociale est très très mal étudiée en neurosciences. Parce que, en fait, les individus ont été étudiés exclusivement de manière isolée, la plupart du temps dans un IRM enfermé, loin de tout autre contact avec une autre personne. Et donc, quand on regarde la littérature, au niveau des articles scientifiques où il y a 2 individus en interaction dynamique comme dans la vie de tous les jours, mais en fait, ce que Pfeiffer et collègues ont appelé la matière noire des neurosciences, il y avait très très peu d'études. Alors jusqu'en 2002, où justement Reid Montag à Caltech a proposé en fait une technique qui s'appelle l'hyperscanning, qui consiste à enregistrer finalement l'activité cérébrale de 2 personnes en interaction sociale. Ça semble facile comme concept, mais ça coûte plus cher du coup, parce qu'il faut 2 IRM. Et d'un point de vue technique aussi, parce qu'il faut synchroniser les séquences, etc. Et l'idée de l'hyperscanning a été aussi reprise avec d'autres techniques, comme le EEG ou l'imagerie par NIRS, par infrarouge. Et là, par exemple, on a une étude de 2009 de Andreas Linderberger et collègues, où ils ont pris des paires de guitaristes qui jouent ensemble le même morceau, et ils montrent avec un métronome extérieur, donc c'est un peu triché parce qu'on entraîne les 2 cerveaux avec un métronome extérieur, qu'il y a des synchronisations justement qui peuvent être observées et statistiquement démontrées. Donc ça, j'étais au milieu de ma thèse, c'était un papier qui m'avait redonné un coup de motivation. Et justement, nous, on était partis sur l'idée que ce couplage de 3e ordre dont je parlais entre 2 organismes, en fait, il n'y a pas besoin de métronome extérieur. Par la prédiction et l'interaction sociale et la prédiction de ce que va faire l'autre et l'anticipation de ce que l'autre va faire, on peut rentrer en résonance juste par l'interaction sociale bidirectionnelle. Et justement, en fait, avant l'hyperscanning au niveau imagerie cérébrale, justement, Jacqueline Nadel avait fait de l'hyperscanning comportemental, entre guillemets, en faisant justement du double vidéo entre mère et enfant pour voir quelles étaient les composantes dynamiques qui étaient interprétables du point de vue du bébé. Donc on présentait au bébé soit sa mère préenregistrée, soit sa mère en live, et le bébé à 3 mois en fait, était capable de faire la différence entre les deux. Donc ça montre que les contingences temporelles, justement dont je parlais par exemple dans le cas de la thérapie, dès l'âge de 3 mois, en fait, on est capable de sonder cette contingence temporelle. Alors nous, on a étudié ça chez l'adulte, mais justement, on a rajouté 2 systèmes EEG synchronisés pour pouvoir justement quantifier à quel point cette synchronisation comportementale pouvait s'accompagner de synchronisation entre les cerveaux. Et alors pour ça, on a du coup les 2 personnes dans 2 cages de Faraday séparées. Il y a une condition contrôle où les 2 personnes ne font rien. Elles regardent l'écran noir, il y a une croix de fixation, c'est classique pour les statistiques. Après, on leur fait faire une autre condition contrôle qui est de bouger leurs mains en l'absence de perception de l'autre. Donc là, c'est pour tester à quel point le fait de faire la même action, finalement, aussi va augmenter notre similarité
dans notre cerveau. Donc même s'il n'y a pas de communication, le cerveau sont plus en phase. Et là, à partir de maintenant, en fait, ils voient chacun de l'autre côté. Et vous allez voir, il y a un tour de parole et une interaction structurée comme un dialogue, en fait, avec un leader et un suiveur, un imitateur. Et en bas, vous voyez l'indexation comportementale image par image que j'avais fait à l'époque. Donc à l'époque, il n'y avait pas de machine learning développé suffisamment, donc j'ai passé 11 mois image par image à faire ça. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre en plus pour faire aussi ça en double aveugle, donc c'était super. Et donc vous voyez, c'est un peu comme de la danse en fait. Et leur tâche, c'était vraiment continuer à bouger vos mains et imiter l'autre quand ça vous plaît. Donc ils n'avaient pas une nécessité d'imiter, mais si ça leur plaisait, ils pouvaient imiter. Bon, alors voilà, je vais passer, parce qu'on a passé de temps. Et donc en fait, quand on a analysé déjà la partie comportementale, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plus de la moitié du temps des gens qui bougeaient leurs mains à la fois de manière similaire morphologiquement, mais en plus dans la même temporalité. En deuxième, on avait la synchronie sans imitation, donc c'est le fait de bouger, commencer et finir un mouvement en même temps, mais pas nécessairement le même mouvement. Donc, par exemple, un groupe de jazz qui est en train d'improviser, chaque personne fait des gestes différents, mais ils sont tous dans la même synchronisation temporelle. Après, imitation sans synchronie, donc pardon. Imitation sans synchronie, c'est sur des mouvements qui sont plus complexes, où la personne n'était pas nécessairement capable de suivre au niveau temporel, mais reproduisait quand même le geste avec un délai. Et enfin, ni synchronie ni imitation, qui initialement était pris comme l'absence d'interaction, mais finalement avait un rôle social aussi, puisque c'était en fait ce qui signifiait c'est à mon tour, ou là ça m'ennuie ce qu'on fait, etc. Donc même en fait, ce genre de signal avait quand même une vocation en soi sociale. Alors ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a cette indexation fine du comportement, donc s'ils sont en mouvement synchronisé ou pas, on peut prendre un capteur sur un participant, un capteur sur un autre participant, là c'est le même en symétrique, et on peut regarder en fait dans quelle mesure la synchronisation comportementale s'accompagne d'une synchronisation au niveau de l'activité cérébrale. Donc là c'est avec tous les électrodes, donc vous voyez justement on a tendance à être plus synchronisé avec notre propre cerveau qu'avec les cerveaux des autres, c'est plutôt rassurant. Mais on voit quand même qu'il y a des synchronisations qui apparaissent de manière périodique entre les deux personnes. Et donc là, c'est en temps réel, donc on est sur des synchronisations dans la bande gamma, donc c'est une bande qui retranscrit plus ou moins l'activité physiologiquement locale du cortex. Et justement, ces synchronisations antéro-postérieures sont connues déjà à l'individu isolé. Là, c'est intéressant de voir qu'il y en a en interindividuel. Alors après, bon, il faut des statistiques. Donc, je ne vous cache pas, ça a été plutôt compliqué à publier, ce genre de résultats. Et on a développé donc, tout un cadre mathématique pour... je vous renvoie aux articles pour les détails mathématiques. Et donc l'idée, c'est que justement, effectivement, on a... quand on est dans la même temporalité, donc c'est pas nécessairement faire le même mouvement, mais le faire dans la même rythmicité, et qu'on compare par rapport à justement les passages où les personnes ne sont pas dans la même temporalité, la même synchronie, des faisceaux de synchronisation qu'on peut représenter comme ceci. C'est pas de la télépathie, hein, les gens ils se voient quand même par une télé. C'est le fait que justement, par l'anticipation et la résonance de leur perception et de leur action, on a apparition de ces faisceaux de synchronie. Et alors, l'autre résultat intéressant qu'on a répliqué en IRM avec l'équipe de Philippe Fossati et Sophie Guillonnet, c'est qu'en fait, donc un des gros messages, c'est que déjà l'interaction sociale est catégoriquement différente de la perception sociale. Donc finalement, au niveau des neurosciences, il faut essayer de comprendre les bases neurobiologiques de l'interaction. Et on a montré qu'en fait, il y avait une dissociation entre le rôle dans l'interaction, donc être récepteur ou émetteur, mais aussi dans le contexte. Donc là, par exemple, si on discute comme ça de manière unidirectionnelle, ou si on discute en bidirectionnel en dialogue, ça va être aussi catégoriquement différent au niveau des structures cérébrales impliquées. Et une différence importante, c'est que justement, dans le forcé, donc là, dans votre cas par exemple,
on n'a que l'initiateur de l'information, donc moi, qui a une activité relative à une récompense. Donc c'est peut-être pour ça que vous ennuyez. Mais donc l'idée, c'est que ça a des répercussions au niveau de l'éducation, puisque après j'ai collaboré avec des gens plutôt dans la science de l'éducation sur essayer de faire des choses plus interactives pour les enfants, pour qu'ils associent l'apprentissage à quelque chose de plus récompensant. Mais ça a des répercussions au niveau thérapeutique et au niveau justement du lien social comme étant quelque chose de récompensant quand il est vraiment réciproque. Et puisque justement, dans le cas spontané, qu'on soit imitateur ou initiateur, on a cette récompense d'être dans l'interaction. Donc pour finir rapidement, ce qu'on voit, c'est justement, j'aurais dit encore, ce n'est pas de la télépathie. On mesure une similarité dynamique d'activité cérébrale. Mais cette similarité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plurifactorielle. Elle intègre à la fois la similarité neurobiologique. Donc moi, je travaille par exemple à l'Institut Pasteur sur l'autisme, dans quoi notre hétérogénéité biologique va contribuer au contraire à empêcher de se synchroniser et d'être plus similaires. Elle est comportementale, le fait de faire la même tâche ou pas, et elle peut être culturelle. Il y a tout un champ des neurosciences culturelles qui se développe, qui montre que par exemple, la cognition sociale au Japon et aux États-Unis n'implique pas nécessairement les mêmes régions cérébrales. Et en parallèle, on mesure aussi une communication, qu'elle soit unidirectionnelle ou réciproque, qui est un échange d'informations. Donc plus on échange d'informations, et plus les dynamiques vont être similaires, et plus il y aura de résonance. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la similarité va faciliter la communication, et c'est la communication qui nous permet d'établir la culture. Donc il y a une double contrainte en fait dans ces deux dimensions. Et donc on est en fait face à de la résonance, mais à plusieurs niveaux. Et donc on n'est ni dans une réduction, ni dans une idéation de la cognition, c'est juste que la nature, elle ne fait pas ces séparations de niveaux, tout apparaît en même temps, donc on a à la fois des réseaux sociaux et en même temps des réseaux de neurones, et tout ça fonctionne en parallèle, et il y a des causalités montantes et descendantes, donc c'est le gros défi, je pense, vers lequel on est en train d'arriver, de faire dialoguer les différentes disciplines. Et au lieu de construire des ponts entre les disciplines, je dirais qu'il faudrait plutôt construire des échelles, parce qu'on est plutôt à lier différentes échelles de description. Et je voulais terminer sur ça, qui est peut-être vous inspirera pour la thématique du suicide, justement, et cette double réciprocité, que justement, c'est un poème sur l'abeille rêve de la fleur et la fleur rêve de l'abeille. Abeille et fleur sont ensemble, tel que si vous l'enlevez l'une, l'autre disparaît. Donc voilà, c'est tous les gens avec qui j'ai l'immense chance de raisonner, et l'argent aussi pour faire ça. Et merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant et qui a le mérite, je trouve, c'est ça surtout qui est passionnant, qui a le mérite de rentrer en plein dans une difficulté épistémologique majeure avec laquelle on est en but et qui est en train de se dépasser grâce à ce genre de travaux, c'est de faire le lien entre l'individuel et le collectif, entre l'individu et le socius, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vas-y, c'est le moment du dialogue maintenant. Moi, j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'on sait que le suicide, il y a une composante contagieuse et qu'il existe des phénomènes d'imitation suicidaire, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut se synchroniser, peut-être pas synchroniser, mais en tout cas imiter au point d'en venir à mourir? Comment est-ce que, dans ce référentiel-là, on pourrait comprendre ça? L'imitation, c'est quelque chose qui est très fondationnel. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est ce qui nous distingue au niveau du règne animal, justement, notre immense capacité à imiter, jusqu'à développer l'imitation de gestes techniques, le langage, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très inscrit profondément. Après, il y a plusieurs formes d'imitation. Là, je vous ai parlé d'une imitation qui est sensorimotrice, donc qui est très justement tournée vers le sensoriel, qui est bas niveau. Mais on a aussi des imitations haut niveau, métacognitives, plutôt sur des représentations, par exemple. On va avoir tendance à imiter aussi des formes de langage, etc. Là, c'est moins ma spécialité, mais en tout cas, je pense que c'est la partie sensorimotrice est fondationnelle aussi d'un point de vue de l'ontogénie, en fait, au niveau de la construction de l'enfant et du développement. Donc si justement on a des résonances plus haut niveau, elles passent et elles sont basées quand même sur ces formes de résonance très très bas niveau et sur lesquelles en fait on n'a pas forcément un contrôle conscient.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je citais l'exemple par exemple du métro où on peut voir des gens en fait qui sont en train de marcher de manière très synchrone sans nécessairement s'en rendre compte en fait. Et c'est même très, je crois qu'il est à Montpellier d'ailleurs un chercheur qui s'appelle Issartel qui avait fait un article super marrant qui s'appelait Can we march to the beat of our own drum, où en fait il y avait deux personnes et on leur disait d'explicitement ne pas se synchroniser. Et en fait, malgré ça, il montrait qu'il y avait des formes de résonance motrice d'ordre supérieur qui apparaissaient à l'insu des personnes. Donc c'est très difficile en fait de ne pas être synchrone avec les autres.